On va laisser effectivement la parole à la salle si vous avez des questions pour nos invités, pour nos intervenants. Il y a un micro qui va circuler. En attendant, moi j'ai peut-être une ou deux questions à poser. Alors, la première, ça serait à vous trois. Je ne sais pas qui de vous pour répondre. Je me rappelle quand les premiers chantiers, pas les premiers, mais c'est pas si vieux que ça, avec grande fierté d'architecture paramétrique. Et finalement, sur le chantier, on voit ça a dû se décaler, etc. Puis finalement, on bidouille tout sur le chantier en tordant, en cassant, bref. Tout le travail qui était fait en amont minutieusement par des ordinateurs était parti en vrille parce que finalement, l'humain, c'est l'humain. On a vu quelques pistes comme ça de préfabrication à la machine qui permettent juste après d'assembler. Ensuite, on voit les lunettes qui permettent sur le chantier, par l'intelligence artificielle, de positionner. Est-ce qu'il y a des progrès à faire encore là-dedans? Est-ce que c'est pas ça qui serait un peu le frein aussi pour populariser l'intelligence artificielle et la sortir des grands chantiers comme la Fondation Louis Vuitton pour l'amener à la construction de la crèche locale? Les produits qu'on propose aujourd'hui sont adressés à de nombreux intervenants et des entreprises locales qui construisent justement la crèche de la ville ou des petits projets. Et les gens utilisent les stations d'implantation pour faire de l'implantation de maisons individuelles, pour faire de l'implantation simple, ou pour faire du contrôle de pré-scellement pour des charpentes métalliques, etc., etc. Donc aujourd'hui, l'outil est là. Il est prêt, il est fonctionnel, il est utilisé par de nombreux clients. Et aujourd'hui, tous les clients qui utilisent la station d'implantation, justement pour exploiter la maquette et faire de l'implantation précise, pour rien au monde, ils ne reviendront en arrière parce que les gains et les erreurs d'implantation, ils ont été réduits d'une manière énorme. La question s'adresse aussi à vous, Aurélien Trout, là-dessus. Oui. Alors, j'entends la question, effectivement, elle est légitime parce que par le passé, évidemment, les outils en fait étaient moins précis, permettaient moins d'arriver au final à une construction identique, ou en tout cas dans les principes ou dans la géométrie, par exemple, était similaire à ce qui avait été conçu initialement dans un modèle, que ce soit sur AutoCAD 3D ou autre. Il ne faut pas oublier quand même que, en tout cas en construction métallique, depuis quand même toujours, il y a un travail d'anticipation aux niveaux des études pour s'assurer que la fabrication est aussi conforme que possible aux études et pour s'assurer que donc en réalisation, au final, l'ouvrage est construit tel que ça avait été conçu dans le modèle. Sur un chantier, vous verrez quand même très rarement des équipes commencer à retailler, à redimensionner un élément. En fait, en réalité, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que si arrivé sur le chantier, il y a une erreur, c'est très très grave et en fait au final d'abord c'est un coût très conséquent pour l'entreprise, donc ce que l'entreprise cherche absolument à éviter au maximum. Il se trouve que les outils tels qu'ils ont été développés aujourd'hui permettent d'accompagner aussi toutes les évolutions qui ont eu lieu en matière de conception. La géométrie par exemple telle que vous le voyez et d'autres paramètres se sont complexifiés au fil du temps et il se trouve qu'il a fallu, là, dans les solutions que j'ai présentées, dans des cas concrets, il a bien fallu garantir au maximum en fait la fiabilité de l'information. Et il se trouve que ces outils permettent une traçabilité. Donc, pour peu que dans la phase amont, les préparations soient faites avec le plus grand sérieux, avec des recherches d'erreurs. On cherche en même temps à voir si dans la conception, dans la mise au point de l'outil, on a fait des erreurs. Chaque outil, il ne faut pas oublier, comme dans un fichier Excel ou sur un fichier AutoCAD tout simple, si on fait des erreurs au départ, on peut faire tout et n'importe quoi et arriver à un résultat à la sortie, sauf que personne, en tout cas sauf ceux qui ont quelquefois l'œil, sauf ceux qui ont quelques habitudes, vont se rendre compte qu'il y a une erreur. Donc on traque l'erreur, on cherche systématiquement à s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. En tout cas, on cherche le degré zéro de l'erreur. Alors bien évidemment, c'est une intention, c'est une recherche. On n'est pas à l'abri d'une erreur, puisque l'erreur est humaine, mais c'est clairement, en fait, l'importance de ces outils permet justement de limiter ce risque vraiment au maximum, vu en même temps la complexité des projets actuels.
Ouais. Nous, on a effectivement beaucoup travaillé sur les enjeux de fabrication numérique, de construction en fait, soit par impression, soit par découpe. Et c'est vrai que ce que l'on voit, c'est que finalement la collaboration avec l'homme, elle est indispensable. Et il y a toujours des éléments, il y a toujours des composants dont le détail demande un niveau de précision que les machines ne sont pas encore capables d'obtenir. Donc, pour moi, ce qui est important dans le sujet du chantier, c'est de bien comprendre que les chantiers sont des systèmes complexes qui vont progressivement devenir autonomes. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de logistique autour des chantiers qui font que la capacité à partager des informations sur les chantiers permet d'améliorer la fluidité de l'approvisionnement, du départ, de son fonctionnement. Et pour moi, et je pense là-dessus, la structure en acier est hyper intéressante, c'est que finalement, les bâtiments doivent devenir démontables pour être résilients et pour être réutilisables. Quand on fait des bâtiments non démontables, on ne peut rien en faire que de les démolir. Voilà. Donc, c'est sûr que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'améliorer les filières sèches, d'améliorer les systèmes de préfabrication. C'est ce qui est fait pour des questions de coûts sur le chantier. Mais c'est un enjeu aussi pour la transformation future des bâtiments. Très bien. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. Je t'ai dit, entre parenthèses, c'était même le sujet de la dernière conférence de Construire Acier que vous pouvez réécouter sur la chaîne YouTube de Construire Acier. Je vous écoute. Bonsoir. J'aurais, s'il vous plaît, un témoignage et ensuite une question. Alors, je m'appelle Antoine Pifot, je dirige l'atelier d'ingénierie PAR à Nantes. Donc nous, on accompagne les architectes dans la conception de structures complexes, ouvrages métalliques. Et en fait, on utilise beaucoup donc, des algorithmes de conception sur la technologie Rhino Grasshopper. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on est de plus en plus sollicité par des industriels en fait, de la construction métallique et d'autres industriels, parce que ces technologies qui étaient présentées historiquement comme plus des technologies qui sont là pour accompagner les architectes, on se rend compte qu'elles sont de plus en plus aussi utilisées par les industriels qui en ont besoin pour pouvoir s'emparer de ces projets et les réaliser. Ça veut dire que on parle d'algorithmes de conception, mais on parle aussi d'algorithmes d'optimisation structurelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce que développe par exemple Bollinger et Grohmann, qui sont des plugins pour Grasshopper, on arrive aussi à faire de l'optimisation structurelle de manière paramétrique. Et de plus en plus, les industriels nous sollicitent pour mettre ces algorithmes au service de la fabrication numérique. Parce que ces ouvrages spéciaux qui nous ont été décrits, en fait, ils mettent de plus en plus en jeu des pièces qui sont des pièces uniques. Et on se sert des bénéfices des technologies de fabrication industrielle, tout ce qui est découpe laser tube, cintrage, grand rayon, court rayon, toutes ces technologies-là. Et ce qui fait que les algorithmes permettent de générer de manière automatique des fichiers qui sont directement utilisables par les industriels. Et effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie précision pour pouvoir assembler ces ouvrages. Voilà. Donc c'est un petit témoignage par rapport à ça. Et pourquoi ils viennent nous chercher? C'est parce qu'en fait, leur motivation principale, elle est sur l'économie de projet. C'est-à-dire que les industriels sont là pour vraiment... Vous évoquez cette question au début de la conférence, c'est-à-dire est-ce qu'on peut s'autoriser de construire des structures aussi complexes avec des formes courbes? Oui, à condition d'utiliser ces technologies qui permettent de maîtriser les coûts de ces constructions. Je suis également enseignant à l'école d'architecture de Nantes. Je voulais apporter un petit témoignage là-dessus parce qu'on on enseigne cette technologie Rhino Grasshopper maintenant en licence et puis aussi dans des studios de projet. Et ma question maintenant, donc, qui s'adresse à nos deux intervenants qui sont également enseignants à l'école des Ponts, je crois, pour le master BIM. Il y a aussi un master Design by Data à l'école des Ponts. Et vous qui êtes enseignant à l'école d'architecture, je voulais savoir si les étudiants avec lesquels vous êtes vont naturellement vers des agences pour utiliser ces outils, des agences d'architecture, ou s'ils sont aussi encouragés à peut-être devenir des entrepreneurs, c'est-à-dire créer des entreprises qui utilisent ces technologies très innovantes que vous avez pu montrer. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont aller dans des agences ou chez des entreprises, ou est-ce qu'ils vont être encouragés
à monter des entreprises. Merci. La question de l'entreprise est très intéressante parce que systématiquement, à la sortie de quasiment tous les masters qu'il y a autour du BIM et numérique, il y a toujours des équipes qui se forment dans ces masters, puisqu'il y a toujours des projets, des groupes à faire. Il y a systématiquement de nouvelles entreprises qui se forment. Certaines avec plus ou moins de succès, parce que c'est le jeu aussi de l'entrepreneuriat, mais qui tournent autour justement de l'utilisation du numérique pour l'amélioration de quelque chose. On le voit, c'est toujours ça à la base. C'est pas juste pour créer un gadget. Dans tous ces types de réflexions, les élèves, ils partent du problème les plus embêtants qu'ils ont au quotidien dans le travail, et de là, ils en font quelque chose. J'ai pu assister à la création d'une entreprise sur la logistique par rapport au BIM, de comment améliorer toute la chaîne de création d'une usine de logistique, de matériaux pour la construction jusqu'à l'approvisionnement du chantier. Ça venait d'un véritable problème de suivi et de commandes qu'on peut connaître dans beaucoup de monde. Dans le monde industriel, c'est déjà résolu depuis des années. Dans le monde de la construction, c'est en découverte. Donc, ils vont vers ça, en fait, les élèves. Alors, les élèves dans les masters sont très souvent déjà des professionnels. Une partie, c'est des jeunes qui complètent leurs études avec ces types de masters. Mais d'autres, c'est des professionnels. Donc, le mélange des deux fait qu'il y ait cette envie aussi, cette volonté. Et par contre, dans d'autres institutions où j'enseigne, où on a des jeunes ingénieurs ou des jeunes architectes, là, c'est plutôt le fait de se retrouver dans un monde qu'ils maîtrisent. C'est le monde de la normalité, au fait. Quand on les met devant ce type d'outils, on leur dit, voilà, aujourd'hui, tu peux faire du paramétrique. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ils ne sont pas surpris. Ils s'attendent presque à ce qu'on leur montre ça. Alors, la problématique, par contre, qu'on a rencontrée, c'est que si derrière, dans le monde du travail, ça ne suit pas, pour s'assimiler au monde dans lequel ils sont, ils reviennent vite en arrière. Et après, pour les remettre sur les chemins du numérique, ils prennent pratiquement 2 fois plus de temps. Donc, on a vu qu'il y a vraiment un moment sur ces jeunes architectes, ces jeunes ingénieurs dans lesquels il faut vraiment les accompagner à comprendre comment le métier classique en bénéficie du numérique et comment eux, qui sont jeunes, qui sont dans la maîtrise plus facile de ce numérique, peuvent vraiment apporter une plus-value, voilà, sans qu'ils aient peur. Nous, on a effectivement trois chercheurs qui en fait créent des startups à l'issue de leur diplôme d'architecture. Donc c'est vrai que c'est pas classique comme mode, mais ce qu'on a senti quand même dans leur demande, c'est qu'ils avaient une compétence qui n'avait pas de place encore dans les bureaux d'études ou dans les agences. Quand on est vraiment capable de programmer un outil, il n'y a pas tellement d'agences qui financent ce genre d'outils aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle la recherche partenariale ou les contrats doctoraux qui permettent à des agences, des bureaux d'études de financer des chercheurs pendant 2-3 ans, à mon avis, sont des super moyens pour améliorer les compétences de l'agence et puis développer des outils spécifiques. Alors, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis où en fait ce système-là, c'est un système dans lequel toutes les entreprises ont en réalité des mini-départements de recherche, même sur des toutes petites structures. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et ce qu'on a vu depuis les 3 dernières années, c'est de plus en plus d'agences, parfois des petites agences ou des petits bureaux d'études qui prennent vraiment des chercheurs dans leur équipe de manière à améliorer leurs compétences sur des sujets pointus, ouais, comme les vôtres. D'autres questions, peut-être moi, en attendant que vous ayez une question, j'ai une question pour Annalisette de Maestri. J'ai toujours un peu sur l'humain, parce qu'on est un peu sur cette dualité. Quand vous envisagez tous ces modèles pré-paramétrés, ces modèles urbains pré-paramétrés, je me pose toujours la question de quid des contraintes qui sont très subjectives ou qui sont le résultat, par exemple, d'une enquête de concertation, par exemple, où, je sais pas, une hauteur à cet endroit-là ne serait pas bienvenue par rapport au riverain, mais qui n'est écrit dans aucun règlement. Donc, comment vous pouvez amener un peu d'humain et de sensibilité contextuelle avec ces paramètres assez froids de l'intelligence artificielle? Alors justement, dans l'exemple que je portais tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. Je vous disais qu'on a pu amener une solution grâce à l'outil numérique en 42 heures, parce qu'au fait, entre la première solution qu'on a amenée et la dernière,
il y a eu une décision purement d'architecture pour pouvoir amener une plus-value à un projet qui se veut gagnant et qui était d'ouvrir une voie verte au milieu de toute cette zone densement urbanisée. C'était un peu différent de passer du premier projet où on avait des cours fermés à décider d'ouvrir un gros trait, un dessin vraiment fort au milieu de cette zone dense et urbaine et de devoir derrière reconstruire un projet. Et au fait, ce qu'on a vu avec l'utilisation de ces outils paramétriques, et en plus qui nous donnaient des réponses sur les surfaces, sur l'environnement, sur la façon dans laquelle le logement à l'intérieur a été construit, c'était que, à la place de devoir employer 4 ou 5 jours de plus, on employait quelques heures. Ça ne nous amenait pas à la solution finale, mais ça nous remettait sur la route de pouvoir faire un autre choix, d'aller un peu plus loin, et peut-être de s'enlever un peu de biais. Parce que si les machines sont bien organisées, elles nous enlèvent les biais humains qu'on connaît, de se dire si je ne fais pas ça, je ne vais pas y arriver. Parce qu'on commence à réfléchir, parce qu'on est fait comme ça, c'est ce qui nous caractérise. Et parfois, ces réflexions sont plus du ressenti, sont plus du vécu que de l'objectivité. Au fait, du moment dans lequel on arrive à mettre les deux ensemble, le trait humain qui veut changer la direction à un projet, qui veut amener une autre image, arrive à se compléter par la rapidité que lui amène la machine et jamais l'inverse, en fait. Ça permet d'envisager d'autres options plus rapidement. Est-ce que vous avez une question dans la salle? Bonjour, j'ai 2 petites questions. La première pour Monsieur Trout. Je me demandais juste, du coup, quel était l'outil que vous avez utilisé pour la gestion de la maintenance, au vu de la multiplicité des points de contrôle et des différents projets. Je me demandais si c'était un outil numérique tel que Trimber le propose ou si c'était autre chose de plus d'interne, je ne sais pas. Merci pour la question. J'en ai pas parlé effectivement parce que c'est un outil que nous avons mis en place tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, là, il a été fait mention en fait de comment intégrer la digitalisation pour l'enseignement de l'architecture, pour l'enseignement de l'ingénierie. Et je dirais, un des participants, un des assistants, un des spectateurs, pardon, a posé la question de comment intégrer ces sujets-là en tant qu'entreprise. Et je dirais, c'est typiquement avec un profil, avec des personnes en fait qui ont à la fois la sensibilité à l'architecture, à la fois qui sont ingénieurs et en même temps de côté qui sont des codeurs, qu'au final on a développé cette solution en interne. Tout simplement un benchmark sur les solutions existantes sur le marché montrait qu'il n'y avait rien. D'accord. Donc clairement, c'est quelque chose qui a été mis au point en interne et que pour l'instant nous utilisons de notre côté, mais qui fait appel en fait à l'ensemble de ses compétences. Et deuxième question pour Monsieur Serrero. Je me demandais du coup si les exemples de réemploi que vous avez montrés à l'écran ont été concrétisés en fait sur des projets existants ou si c'est pour l'instant encore au stade de l'exemple. On est à la 3e version de ce projet sur le réemploi. Ce qu'on a concrétisé, c'est la création d'une base de données géolocalisée et temporelle de ressources. Voilà, ça c'est des choses que l'on a en place et qui sont en train d'évoluer au fil des données qui nous sont fournies. Maintenant, c'est une base de données qui n'est pas encore publiée, qui n'est pas encore utilisée, mais elle demande que à l'être. Hein. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a, alors il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ces bases de données. On s'aperçoit que il y a beaucoup de paramètres dans ce qui fait une base de données pertinente ou pas. Mais un des sujets qui, pour nous, est très important et c'est encore assez peu développé, c'est vraiment d'identifier la source à un point dans le temps. Voilà. Et c'est ça qui fait que la source, la base de données, a un intérêt, surtout pour nous. Maintenant, est-ce qu'on est capable, dans nos plannings de travaux, de chantier, d'intégrer des plannings de démolition de bâtiments? Ça, c'est un autre sujet. Là, ça demande de réfléchir à ces fameux diagrammes de Gantt là, sur comment est-ce qu'on intègre des disponibilités de ressources. Est-ce que la base de données aura une échelle nationale, européenne, régionale? Le truc extraordinaire de ces bases de données, c'est qu'aujourd'hui, toutes les villes sont en train de donner leur base de données en accès libre. On appelle ça l'open data. La ville de Paris, la ville de Barcelone, des villes comme Berlin sont des villes très en avance sur ces sujets. Et on s'aperçoit qu'il y a un protocole, il y a une prise de compréhension des politiques que les données permettent de développer
du lien social et de développer aussi de l'économie, de l'industrie. Donc en partageant ces données, elles améliorent le fonctionnement des villes. Donc c'est très simple, une fois que ces protocoles, ces algorithmes existent, d'aller les étendre sur des territoires de plus en plus importants à partir du moment où on a des données. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question un peu pour Monsieur Stadler. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à une dimension éthique, tous autant que vous êtes, hein, bien sûr, mais sur l'utilisation de ces outils, de ces appareils? Je voyais un peu votre chien de Boston Robotics, ou bien même les lunettes 3D, cette réalité augmentée. J'imagine que mis dans les mains de certaines personnes, peut-être mal intentionnées ou même peut-être vulnérables, il peut y avoir un peu de débordement. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à un cadrage éthique de toutes ces utilisations? Je vous entends pas, par contre. Remettez le micro, peut-être. Oui, c'est ça, je remets le micro. C'est une excellente question. Pour l'instant, non. Pour une raison assez simple, c'est que les produits sont plutôt là pour aider l'utilisateur et on ne ressent pas aujourd'hui dans l'utilisation ou dans les différentes approches de côté pervers à l'outil. Alors bien évidemment, je suis sûr que quelqu'un en trouvera, mais aujourd'hui, je ne vois pas d'effet pervers à toute cette technologie, même en étant mal intentionné. Aujourd'hui, nos serveurs sont protégés. La data, elle est protégée. Elle respecte les réglementations européennes. Donc non, aujourd'hui, j'ai plutôt le sentiment que c'est un outil qui est c'est un outil au service de l'homme et pas l'homme au service de l'outil. Merci. David Serrault, peut-être une petite réponse là-dessus. Un mot court, mais c'est sûr que la première génération de ce qu'on appelle les smart cities, les villes intelligentes, comme on a deux exemples, l'exemple de Masdar qui se trouve à Abu Dhabi, l'exemple de Songdo en Corée, en fait, sont des désastres de confidentialité, puisque finalement, on a un accès immédiat à toutes les données et il n'y a plus du tout de vie privée. C'est le cas, par exemple, de Songdo à Séoul, dans lequel le système de caméra surveillance fait qu'on n'est pas capable de vivre dans ce monde-là. Et je pense que l'échec de cette première génération de villes, ça a été de ne pas proposer des systèmes dans lesquels la confidentialité est respectée au moment où on crée la donnée. Et nous, on milite sur le fait que toutes les données que l'on crée doivent être confidentielles au moment où on les utilise. Voilà, aujourd'hui, on laisse des traces partout. On laisse des traces partout, on est repérable très facilement. Et je pense qu'en tant qu'architecte, designer, on ne peut utiliser que ces données à partir du moment où elles sont confidentielles. Voilà, sinon ça rend les choses invivables. Juste par rapport à ces sujets, il y a une autre chose à tenir en compte, c'est que ces technologies qui amènent la donnée à être visible par tout le monde, en fait, elles sont nouvelles pour l'utilisateur lambda, autant comme le professionnel lambda qu'on a été la première fois dans lesquelles elles ont été devant nous. Et il y a aussi une chose qui va rendre cette utilisation, je pense, plus ou moins éthique, c'est le fait de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de regarder. D'où le fait de se dire qu'il faut qu'elles soient des données confidentielles. Mais pour en arriver à là, ça veut dire qu'on s'est formé à comprendre ce que c'est. Et j'ai un exemple qui était très parlant. Il y a quelques années, mes équipes étaient en AMO sur des projets où les maîtrises d'ouvrage demandaient à recevoir des maquettes. Et il y avait écrit en gros, si la maquette elle n'est pas anonyme, vous ne pouvez pas répondre au projet. Mes équipes s'amusaient au fait à aller chercher dans toutes les données de la maquette, les noms des personnes. Et on en trouvait des tonnes, on savait qui avait modélisé, quand. Et du coup, on était obligé de montrer au maître d'ouvrage qu'on pouvait exclure personne. Puisqu'à l'époque, tout le monde ne savait pas protéger ses maquettes. Ça a duré très peu, le temps que les gens apprennent. Voilà. Donc il y a aussi cette notion-là. Il y a effectivement des dangers, comme il y en a plein, parce qu'on laisse des traces partout. Maintenant, après, il faut d'un côté se former et de l'autre choisir son camp par rapport à l'utilisation de ces données. Je me permets également d'intervenir. Vous posiez la question de l'éthique face à la digitalisation, en fait, au fond. La digitalisation, c'est quand même un phénomène auquel nous sommes tous confrontés dans nos vies, dans notre activité, et puis pour le futur, ça n'est fait que pour s'accroître. Il se trouve que, d'un point de vue, peut-être pas protection des données, mais d'un point de vue simplement lien avec, par exemple, un autre enjeu qui est quand même le développement durable, qui est quand même les enjeux climatiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il se trouve quand même
il faut peut-être pas oublier que la digitalisation, en fait, que tout ce qui est digital, en fait, aujourd'hui représente quasiment un pays dans le monde en termes de gaz à effet de serre. Donc, et que les évolutions d'année en année augmentent de 5-6% par an. Ce qui veut dire que dans 12 ans, la production de gaz à effet de serre va doubler pour tout ce qui est digital. Donc, pour ma part, je considère que tout ce qui est digital se doit d'être utilisé à bon escient et qui a besoin donc d'une forme de digitalisation dite durable. C'est pourquoi, par exemple, j'avais incité notre DSI, directeur des systèmes d'information chez Eiffage, et pas Eiffage Métal, à entrer dans cette démarche, et en tout cas en indiquant que, par exemple, nous sommes moteurs pour être les utilisateurs premiers de ce genre de concept. Et typiquement, par exemple, l'entreprise réfléchit à ce genre de sujet-là, par exemple. Après, je dis ça pour cette société-là, et c'est pas... il y a d'autres sociétés qui, bien sûr, s'inscrivent également dans cette démarche. Une dernière question peut-être dans la salle? En fait, c'est plus une remarque sur l'utilisation des données et des data de manière générale dans l'architecture. En fait, la créativité, elle n'a pas sa place à partir du moment où on fait des choix à partir des données qu'on nous a proposées. Et il n'y a pas ce côté expérimental qu'on recherche aussi en architecture pour avoir une diversité de pensée, d'exploration de nouveaux espaces, de nouvelles structures. Et je me demandais, est-ce que vous investiguez aussi dans le champ de la recherche cette manière de corréler l'intelligence artificielle avec la recherche de nouvelles choses qu'on n'a pas encore explorées, qu'on ne connaît pas encore? J'ai l'habitude de penser à toutes ces données, et ce n'est pas une pensée qui vient de moi, mais de quelqu'un qui est dans la salle, qui un jour m'a dit ça. Il m'a dit tout simplement... on génère tellement d'informations qu'on n'utilise pas que si ces informations, on les utilisait comme on fait du recyclage, on créerait un autre monde derrière. N'est-ce pas, Lucas? Voilà. C'est un peu comme ça qu'il faut penser à ces choses dans la recherche des formes, dans la recherche de la nouvelle architecture. On a tellement d'informations et j'ai envie de dire... à l'inverse de tout ce qu'on vient de dire, peu importe qu'elles soient informatisées ou pas, on les a déjà, ces informations. L'informatisation de tout ça, le fait de les mettre tout ensemble avec une intelligence qui nous les redonne plus rapidement, ne va pas exclure toute la recherche qu'on pourrait faire, ne va pas nous laisser en arrière. Au contraire, si ces données, on se rappelle qu'elles sont là, qu'elles existent, qu'aujourd'hui elles sont dans la mémoire des gens et que donc parfois on les perd, si on peut les récupérer, on peut oser beaucoup plus, voilà, et pas beaucoup moins. Merci. Bon, je crois juste. Alors, dernier mot de David Serrault avant de conclure. Sur la question de la créativité, parce que je pense que c'est un thème vraiment intéressant, mais je pense que le BIM nous a permis vraiment d'automatiser la production de beaucoup de plans, et les architectes ont gagné du temps ou vont gagner du temps avec ça. Et l'IA va permettre aussi encore d'améliorer toute la partie d'analyse du projet, la partie de choix des options. Et il me semble que l'architecte va gagner en créativité. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de temps à dédier à cette partie-là. Et je pense que c'est à nous de nous emparer de ce nouveau temps. Voilà, à partir du moment où on est capable d'avoir ces outils-là en place et de savoir les utiliser, on va gagner en créativité. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite, comme c'est indiqué au-dessus, à revisionner ces anciennes conférences aussi, qui étaient très intéressantes sur des sujets très variés, vous allez voir. Donc, c'est écrit là-haut. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est de continuer à discuter de manière informelle autour d'un petit verre qui vous est servi derrière. Et je remercie nos intervenants pour la qualité de vos interventions et vraiment, et merci à Construire Acier, merci à la Maison de l'Architecture pour avoir accueilli cet événement. Et je vous souhaite des très bonnes vacances et une bonne fin d'année. Merci.